Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité cette semaine. Tout d'abord, bien sûr, le lourd bilan des intempéries dans le sud-est. Nous ferons le point avec nos confrères et partenaires de Nice Matin dans un instant. Nous irons ensuite dans les Hauts-de-France pour parler de l'économie de la pêche. Et puis nous vous présenterons un pensionnaire très particulier, très sympathique d'ailleurs, dans un EHPAD de la Sarthe. Voilà, pour commencer ce grand JT des Territoires, nous allons donc dans les Alpes-Maritimes. Des dégâts considérables, un département isolé après les très fortes intempéries qui ont endeuillé le sud-est du pays le week-end dernier. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré par le président de la République qui s'y est rendu évidemment. Denis Caro, vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Faites-nous un tout petit point des problématiques liées aux intempéries bien sûr et également de cet extraordinaire élan de solidarité que vous avez su à Nice Matin mettre en forme et proposer aux habitants touchés, sinistrés de cette région sud-est de la France. Alors malheureusement, on a l'habitude de ce type de situation et depuis les inondations meurtrières de 2015, Nice Matin s'engage au-delà de son rôle simplement d'information et de témoignage et on a décidé en quelques minutes samedi de réactiver le groupe Facebook Solidarité Inondation qui permet de mettre en relation les gens qui souhaitent aider et ceux qui ont besoin d'aide. Donc ça a été fait très vite. Très vite également, nous avons mis en place un dispositif de collecte de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, de vêtements. Et samedi et dimanche, des centaines de personnes sont venues porter du matériel et faire des dons au journal. Et nous avons également lancé une cagnotte en ligne qui a permis d'ores et déjà de recueillir plus de 50 000 € qui seront reversés à la Croix-Rouge et aux associations qui œuvrent localement pour aider les sinistrés. Un mot peut-être du président de la République, il est venu, vous l'avez interviewé, est-ce que vous l'avez trouvé très concerné par le problème? A-t-il été à l'écoute? Mais on avait face à nous mercredi soir un président très concerné et bouleversé par ce qu'il a vu dans les vallées, dans la Tinée, dans la Vésubie et la Roya. Bouleversé et concerné par l'aspect des villages, des paysages qu'il a survolés avant de rencontrer les habitants, mais surtout bouleversé par ces rencontres, ces échanges qui ont duré des heures avec les élus, mais surtout avec les habitants. Ce qui l'a le plus marqué, c'est les chaînes humaines qui se sont constituées vendredi soir, juste après la tempête, et qui ont permis aux gens de s'organiser dans l'urgence, de se gérer tout seuls, alors qu'aucun secours n'était arrivé. On a l'impression que cette venue du président, et pourtant l'État a été critiqué au départ de l'action, cette venue, elle a fait du bien à tout le secteur, un secteur qui est totalement sinistré et dévasté. Voilà, merci Denis Caro. Je rappelle donc cette initiative de solidarité de votre journal Nice Matin à l'égard de ceux qui ont été touchés par cette catastrophe. Vous pouvez tous naturellement participer. S'affiche sur cet écran l'adresse internet sur laquelle vous pouvez prendre contact avec le groupe Nice Matin. Voilà, également dans l'actualité des territoires cette semaine, dans de nombreux départements de France, la semaine a été consacrée à l'événement « Une semaine pour un emploi ». Les jeunes, vous le savez, sont les premières victimes de la crise économique. Dans la Loire, Pôle emploi les accompagne pour trouver du travail et l'opération « Une semaine pour un emploi » peut leur ouvrir des portes à condition que les entreprises du territoire jouent le jeu. Toutes les explications sur cette opération avec nos confrères de TL7, Télé Loire 7 à Saint-Étienne. Après une formation de 18 mois à la MFR de Marle, Rémi a trouvé un emploi d'accompagnant éducatif et social. Il travaille auprès de personnes handicapées au Chambon-Feugerolles. À son tour, il espère susciter des vocations auprès des jeunes demandeurs d'emploi. On a besoin de monde. C'est un corps de métier, c'est un métier où il y a besoin de monde. Voilà, dans l'aide à la personne en général, que ce soit à domicile, que ce soit en établissement, que ce soit en école, que ce soit l'AES en fait est vraiment en demande dans tous les corps de métier. La 15e édition de Une semaine pour un emploi se concentre en partie sur les jeunes, premières victimes de la crise économique. Pôle emploi fait des 18-26 ans sa priorité. Il représente 18% des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des publics qui sont en difficulté de par aussi le contexte sanitaire. Les jeunes qui d'ordinaire sortent des études
en juin trouvent relativement vite du travail, là la donne effectivement a été un peu bouleversée. On sait aujourd'hui que dans la population de demandeurs d'emploi, les jeunes effectivement constituent une population cible en fait qu'il nous faut accompagner. Du côté des apprentis de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, trouver du travail est également compliqué en ce moment. D'habitude, 85% des jeunes sont embauchés après leur formation. Mais là, les chefs d'entreprise coulent sous les difficultés liées à la crise. L'embauche des apprentis n'est pas une priorité. On ne peut pas leur reprocher, mais on leur demande effectivement de faire un effort pour employer ces jeunes, parce qu'il vaut mieux qu'ils soient dans les centres de formation plutôt que dans la rue. Et puis sur le long terme, c'est aussi des salariés qui vont sortir d'ici 2 ou 3 ans et dont les entreprises auront besoin quand l'activité aura retrouvé, je dirais, des niveaux qu'on avait en 2019. Une semaine pour un emploi, c'est jusqu'au 9 octobre. Malgré la crise, il y a du travail dans la région. 15 000 offres attendent preneurs. Direction la Bretagne maintenant pour cette initiative face à un constat terrible. Chaque année, c'est 165 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Alors pour enrayer ce fléau, l'une de ces victimes a une idée simple, installer des boîtes aux lettres facilement accessibles aux enfants pour leur permettre de dénoncer des situations dont ils n'osent pas parler, car c'est souvent le cas. Les premières boîtes bretonnes ont été installées à Quimper cette semaine et nos confrères et partenaires de TBO, la chaîne du Télégramme, étaient sur place. Regardez. 2 élèves par classe victimes de violences sexuelles, c'est la moyenne en France. Ce fut le cas de Laurent Boyer, violé par son frère alors qu'il n'avait que 6 ans. Quand j'étais victime, j'écrivais et effectivement, si j'avais eu une boîte aux lettres, tout ce que j'arrivais pas à dire parce que c'était trop compliqué pour moi, je l'aurais écrit. D'où l'idée de ces boîtes aux lettres qu'il déploie dans toute la France avec son association Les Papillons. Il y avait 2 endroits en fait où je me sentais en capacité d'espérer une main tendue que je n'avais pas puisque je parlais pas. C'était à la fois l'école et à la fois mon club de football. À Quimper, c'est à la Halle des Sports de Pénars que la première boîte a été déposée. La capitale de Cornouailles est la première grande ville à signer une convention avec les Papillons. 11 boîtes seront dispatchées dans des lieux stratégiques de la ville, comme à l'école d'Iwan de Kerfintin, où la pause s'accompagne d'une séance d'information. Des petits mots qui peuvent prendre différentes formes. Moi, je préfère dessiner. Ou même évoquer le problème de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose que ma soeur ou mon frère, ils n'aiment pas, ou voilà, et j'allais écrire pour eux. Mais dans tous les cas, les lettres sont considérées avec sérieux par les membres de l'association. Quand les enfants font le 119 ou quand des professeurs font un signalement ou la boîte aux lettres papillon, ça suit le même cheminement, ça va à la CRIP du département concerné et ensuite si ce sont des faits graves et avérés, par exemple un viol sur mineur, là il y a un signalement directement qui est fait au procureur de la République. Si l'objectif est d'atteindre 70 boîtes aux lettres aux 4 coins du pays avant la fin du mois d'octobre, près de 30 ont été déjà installées ces dernières semaines et dans chacune, des messages déjà déposés. Restons en Bretagne, le Grand JT des Territoires s'intéresse maintenant aux tiny house. Vous l'avez compris, vous l'avez traduit par vous-même, ce sont les petites maisons. Ces petites maisons, eh bien, nous allons les retrouver dans le village de Saint-Didier, près de Saint-Brieuc, un village étudiant composé que de petites maisons. Et nos confrères de TVR les ont visitées et nous les font découvrir. Regardez ce reportage de la chaîne La Reine. Cette mini-maison en bois sur roue est destinée au village étudiant de Tiny House créé à Saint-Brieuc, un village pensé spécialement pour accueillir des étudiants. Là, on a réduit un petit peu la cuisine pour laisser un peu plus de place dans le salon et créer un espace bureau. Parce que les étudiants ont besoin d'un espace bureau pour pouvoir travailler. Tout dépend de ce qu'on veut privilégier dans la Tiny House. Soit un grand salon, soit une grande cuisine, mais on ne peut pas tout avoir en même temps. L'atelier des branchés est installé depuis 4 ans à Saint-Didier, à l'est de Rennes. Le marché de la Tiny House s'est diversifié ces dernières années. Alors pour sortir son épingle du jeu, l'entreprise brétilienne crée des habitations sur mesure. Selon les envies des clients, les matériaux sont écologiques et les bois locaux. Les 2 premières marches se plissent et dans les 2 premières marches, on retrouve des tiroirs ainsi que dans les marches suivantes. Et puis des grands placards pour le reste des affaires avec une penderie ici. C'est surtout sur l'optimisation des espaces qu'on s'est amélioré. On est de plus en plus performant, on fait des choses de plus en plus poussées et de plus en plus jolies.
Les tiny house de l'atelier des branchés coûtent de 30 à 70 000 € selon le modèle et la gamme. En moyenne, l'entreprise vend entre 5 et 6 mini-maisons par an dans tout le Grand Ouest. Direction les Hauts-de-France maintenant dans ce grand JT des territoires où nous allons nous intéresser à la pêche aux poissons grâce à Wéo, la chaîne de la Voie du Nord. Le saviez-vous, le merlan est maintenant détrôné sur les marchés par le bulot, ce petit coquillage que vous adorez consommer. Cela demande quelques explications et forte de ses 58 bateaux, la coopérative maritime Étaploise a dressé son bilan annuel. Dans le trio de tête des espèces les plus pêchées arrivent en tête le maquereau, la coquille Saint-Jacques et en troisième position, un petit nouveau, reportage à Boulogne-sur-Mer de Caroline Fichten pour la chaîne OEO, donc la chaîne de la Voie du Nord. Regardez. Valérie travaille ici aux aubettes de Boulogne-sur-Mer depuis plus de 20 ans. Elle vend la pêche de son frère et en 2 décennies, elle a vu la quantité de poissons ramenés à quai largement diminuer. Surtout au niveau des espèces de poissons plats, tout ce qui est carlet, sole, limande, turbo, barbu, on n'en a pratiquement plus. Et là, ça fait quand même déjà quelques années, ça ne date pas d'hier. Malheureusement, c'est très très difficile pour eux. Les fileyeurs tentent depuis quelques années de se diversifier en faisant de la pêche au casier pour les bulots par exemple. Ça devrait commencer d'ici quelques jours. Côté clients, tous ne se sont pas forcément rendus compte du changement de variété sur les étals, ni de la quantité fluctuante. C'est en fonction des saisons, quoi. Il y a des saisons où il y a plus ou moins de poissons, selon la météo aussi parfois. Avant, il y avait du poisson tout l'étal, tout ça, c'était incroyable. À 4h du matin, tout ici, c'était rempli de poissons, tandis que maintenant, il n'y a plus rien. La diminution de certaines ressources comme la sole, les fileyeurs l'ont remarqué depuis un moment déjà. A l'inverse, l'encorné par exemple est en quantité et depuis plus récemment, c'est l'araignée de mer qui est présente en abondance. Des araignées de mer, il y en a partout. Il n'y a pas que chez nous, il y en a un peu partout, donc on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense peut-être que c'est le fait qu'on n'ait plus autant d'hiver qu'on a. Il y a peut-être un réchauffement, il y a quelques degrés que l'eau de mer a prise depuis X années. Mais on entend parler des chalutiers qui, eux, voient arriver du thon. Il ne s'agit encore que de quelques pièces, mais c'est un indicateur. Ce que l'on trouve aujourd'hui en Manche et en mer du Nord a changé et les raisons sont multiples. Certaines méthodes de pêche, la surpêche, le changement climatique. Les pêcheurs évoquent aussi les pluies abondantes qui pourraient modifier la salinité des eaux de mer et faire migrer certaines espèces de poissons. Une hypothèse à vérifier. Voilà, et puis je signale dans l'actualité des médias des territoires le numéro spécial du Point consacré à Nantes, comme vous pouvez le voir sur cet écran actuellement. C'est un dossier coordonné par Valérie Peffer et c'est sous la direction de Jérôme Cordelier. Et c'est une fusion des services politiques et villes du magazine Le Point qui a permis ce dossier fort bien fait cette semaine sur les tensions, insécurité, les Nantais qui disent stop. Sur la chronique ordinaire d'une soirée nantaise, vous allez le voir, une soirée dangereuse d'ailleurs, et puis également sur François de Rugy, l'art de rebondir, un portrait où on n'attendait pas d'ailleurs l'ancien ministre d'État de l'écologie. Enfin, l'immobilier garde la côte, ce sont les valeurs sûres dans l'immobilier de ce magazine spécial Nantes du Point cette semaine, donc à signaler. Nous partons dans les Vosges maintenant pour une opération commando, vous allez le voir. Nous partons au fort d'Adelphes, près d'Épinal. Autrefois occupé par l'armée de l'air, il abrite aujourd'hui un centre de formation et d'initiation commando qui pourra recevoir toutes les unités de l'armée de terre qui souhaiteront s'aguerrir. Avec celui du fort de Penthièvre, dans le Morbihan, il n'en existe que 2 en France. Regardez cette visite guidée réalisée par les équipes de Via Vosges, nos confrères sur place. Permettez-moi de saluer ce temps de commando, pour commencer, au rendez-vous, à la hauteur des enjeux d'aguerrissement du CIC. CIC, comprenez Centre d'initiation commando, inauguré ce vendredi matin en présence de généraux au fort des Adelphes, sur la commune de Jessay, tout près d'Épinal. Un lieu pour développer l'esprit guerrier. Une guerre, ce n'est pas seulement une histoire de matériel, de technologie. Pour faire la guerre, il faut être endurci, il faut être aguerri. Et l'esprit guerrier, c'est ça. C'est acquérir les forces morales, c'est endurcir son corps aux privations, aux difficultés, aux conditions météorologiques défavorables.
Utilisé par l'escadron de guerre électronique de l'armée de l'air jusqu'à sa dissolution en 2004, même si les radars et antennes fonctionnent toujours, l'ouvrage construit fin 19e par le général et architecte Céré de Rivière sert depuis environ 2 ans à la préparation physique des tirailleurs. Ce site, après un investissement de 290 000 €, peut désormais accueillir près de 200 militaires venant de toute la France pour des stages d'1 à 3 semaines de découverte, d'initiation ou d'aguerrissement. On a 3 pistes d'audace individuelle. On a un parcours nautique qui se fait sur la Moselle ou sur l'étang de Chavelot. On a un parcours évasion, on a des sites de rappel, on a une arène de combat corps à corps. Voilà un petit peu ce qu'on propose ici au CIC. Autrefois nombreux sur le territoire, les différents centres commandos ont fait les frais des dernières réformes imposées au ministère des Armées. Si l'on accepte le Centre national d'entraînement commando basé dans les Pyrénées-Orientales, le fort de Penthièvre dans le Morbihan et les Adelphes sont à ce jour les 2 seuls centres d'initiation commando en France. Le saviez-vous, 16% de la population de l'Union européenne vit dans les Alpes. 5 États membres, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie et la France se partagent cette région avec la Suisse et le Liechtenstein. Depuis 5 ans, ils travaillent à une stratégie commune pour l'avenir des massifs alpins. Une visite sur le terrain était organisée à Chamonix il y a quelques jours. Un reportage de nos confrères sur place de 8 Mont-Blanc. Regardez. Naturellement, on perd 0,6 degrés tous les 100 mètres. Et donc ça, c'est un voyage en fait dans l'espace, c'est un voyage climatique. On estime que partir de Martigny, qui est le point le plus bas, on va dire, du massif du Mont Blanc, jusqu'au sommet du Mont Blanc, c'est comme parcourir le gradient climatique de la Méditerranée jusqu'au pôle Nord. Sauf que nous, on le fait en 7 minutes en télécabine. Donc pour nous, en tant que chercheurs, c'est génial. Un voyage climatique auquel cette délégation a goûté le temps d'une matinée à 2300 mètres d'altitude. Au plan de l'Aiguille, le petit groupe de scientifiques et d'élus se penche sur l'impact du changement climatique, là où il est le plus perceptible. Ce matin-là, la secrétaire d'État à la biodiversité participe à la visite sur le terrain. On peut lire toutes les notes, tous les dossiers, tous les rapports que l'on veut. Ça ne remplace à aucun moment le contact avec la nature, être face aux éléments, face aux transitions qui ont cours actuellement, à la rapidité. On le voit ici sur la fonte des neiges, des glaciers, sur la perte de biodiversité, sur l'impact de la surfréquentation sur ces sites touristiques. Nous, en tant que scientifiques, on ne pose pas de solution, mais plutôt on essaye d'éclairer la décision de chacun. Et on travaille par exemple avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix sur le projet ADAPT Mont Blanc. Donc essayer d'établir des scénarios d'évolution de ce massif avec le changement climatique. Des problématiques communes aux 7 pays européens qui se partagent les Alpes. Pour coordonner réflexion et prise de décision, la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine a été créée en 2015. Elle est présidée pour 2 ans par la France. Tous ces pays, en effet, partagent des objectifs communs pour avoir finalement un développement qui soit durable des territoires alpins et pour pouvoir continuer à vivre dans nos montagnes, puisque parfois certains risques, certains phénomènes ou certaines évolutions socio-économiques peuvent conduire à déserter certaines vallées. Le territoire du massif euro-alpin est vraiment un laboratoire d'innovation qui sert ensuite aux autres politiques sur l'ensemble de l'Europe. Forêt, risques naturels, pastoralisme, villages connectés, les thèmes abordés dans le cadre de cette stratégie commune sont vastes. Les enjeux de taille, 80 millions d'habitants vivent sur cette région alpine européenne. Voilà, comme je vous le disais dans les titres, direction la Sarthe maintenant pour y retrouver un pensionnaire pas comme les autres. Direction les Pattes de Brulon, à l'ouest du département, où le chien Erly, accompagné de sa maîtresse, vient chaque jour faire le bonheur des résidents, vous allez le voir. Difficile en effet de résister à sa bouille craquante et à ses 1001 facéties. Diane Lemoisson pour Via LMTV Sarthe s'est rendue sur place, regardez. À les Pattes de Brulon, Erly, c'est la mascotte. Chaque jour de 9h à 17h, il accompagne sa maîtresse animatrice. Et ici, il est loin d'arriver comme un chien dans un jeu de quilles. Les résidents, quand le chien n'est pas là, par contre, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Des gens qui ont souvent eu des bêtes chez eux, des chats, des chiens, des animaux, peu importe lesquels. Et l'animal est important, il n'a aucun jugement sur la pathologie, sur le handicap. Enfin voilà, c'est vraiment une évidence et je pense que ça apporte beaucoup pour les résidents, quoi. Erly et sa maîtresse ont suivi une formation de chien d'assistance auprès d'Andy Chien. Il connaît 56 commandes pour faciliter la vie des résidents.
c'est là. Allez, va, apporte. Ah bon, il m'apporte toujours mal, oh Dieu mignon. Oh mon Dieu mignon. Bon, moi mon petit peur. Les friandises, le péché mignon de notre Golden Retriever, d'un calme olympien. Moi je suis gourmand, mais lui aussi. Si j'ai quelqu'un, des petits biscuits, ah ben il est là puis il me lâche pas. Early déambule à sa guise dans la quasi-totalité de l'établissement. Seules les cuisines lui sont interdites. Un chien dans un EHPAD, du quasi jamais vu à son arrivée il y a 6 ans. C'était très rare, on n'était pas une des premières, mais pas loin. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Après, j'ai une direction qui a été OK aussi pour le projet, pour accueillir un chien en EHPAD, ce qui n'est pas toujours évident. Âgé de 8 ans, Early continuera sa mission de lien social tant qu'il prendra du plaisir à le faire. Il embellit les journées des résidents des EHPAD de Brulon et de Vallon-sur-Gé. Voilà, direction l'Aube maintenant dans ce grand JT des territoires où un nouveau type de parcours touristique à la découverte de la ville de Troyes a été initié pour les amoureux. Et oui, dans l'Aube, les amoureux d'Auque sont invités à découvrir le patrimoine à travers des anecdotes historiques méconnues, mais surtout ils vont partager au cours de leur balade des moments privilégiés, parfois très surprenants. C'est le concept d'Artibot. Tous les détails avec nos confrères sur place de Canal 32 à Troyes donc. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut avoir le bracelet pour le parcours un amoureux? Merci. Ce bracelet, c'est le sésame pour une expérience touristique inhabituelle à faire en couple. Grâce au QR code, vous entrez en contact avec un assistant conversationnel, c'est-à-dire un robot qui, selon vos réponses et vos envies, va vous guider à travers la ville. Il y a un petit quiz amoureux qui va déterminer votre profil amoureux et votre parcours dans la ville. Par exemple, vous êtes féru d'histoire. Sans doute, Artibot vous proposera le parcours amour courtois et vous apprendrez que Marie de Champagne tenait une cour d'amour comme on tient une cour de justice. Si vous n'aimez pas qu'on mette l'amour dans une case ou dans une cage, alors ce sera un parcours amour libre où vous apprendrez plus de choses sur les dessous de Troyes, dans les textiles que tous les secrets. Photos, affiches, vidéos ou musique, le Lovebot, c'est son nom, vous donnera des informations variées. Il vous mettra aussi au défi. Objectif, associer cette balade à des moments de partage inédits. Belle dame, si vous y consentez, si par bonheur il m'arrivait que vous vouliez m'aimer, vous ne sauriez rien demander que je ne fasse de mon mieux que ce soit folie ou sagesse. S'asseoir sur un banc, à répondre à des discussions amoureuses, à des questions amoureuses. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment convivial ensemble. L'application du Lovebot permet vraiment de découvrir la ville, mais de se découvrir l'un l'autre, de créer du lien. Et je pense que c'est en créant des émotions que finalement, on a les meilleurs souvenirs. Les échanges se font en temps réel via votre smartphone. Pas besoin de télécharger une application. Un outil ludique et amusant pour redécouvrir la ville et votre couple. Ça s'adresse aussi bien à des lycéens qu'à des étudiants, qu'à des plus de 65 ans. Bon, évidemment, il faut quand même avoir un smartphone, mais ça fonctionne énormément dans le sens où tout le monde se prend au jeu de l'humour et du bagou de l'assistant conversationnel. Donc c'est à destination vraiment des habitants, mais aussi des touristes. Les parcours vont être amenés à évoluer et s'étoffer. Une version nocturne à destination des célibataires devrait voir le jour. Ils seront peut-être eux aussi invités à déguster à deux un filtre d'amour. Voilà, avec le reportage qui va suivre, eh bien c'est le dépaysement assuré. Nous en avons souvent bien besoin dans cette période difficile. Nous partons pour la Corse, prendre le train entre Calvi et l'île Rousse. Ce sont des plages à portée des rails, des criques sauvages à perte de vue, une mer émeraude, un panorama grandiose qui nous sont présentés. Et si l'été, les touristes représentent la majorité des passagers, eh bien ce service public retrouve le calme local le restant de l'année. C'est un reportage de nos amis et partenaires sur place de Télépaésé en Corse. Regardez. On départ à 10h sur le quai numéro 2. Hein. Voilà, merci. C'est une passion parce que bon, ça fait quand même plusieurs années que je suis là. Bon, j'ai vu l'évolution du train parce qu'à l'époque, quand je suis rentré, c'était
C'est des trains qui n'étaient pas tout jeunes, mais là on a quand même du bon matériel. L'image du chemin de fer a évolué, ce n'est plus l'image pittoresque qu'il y avait avant, quand on parlait des trains des plages, du Triniguil. C'est fini tout ça, en même temps c'est un service public. On porte des étudiants, on porte des gens qui vont travailler. Et là, entre Calvi et Ilrousse, on fait 7 allers-retours dans la journée. On commence le matin à 6h40 jusqu'au soir 19h. On a du monde. Et l'été, on a le plus, c'est le tourisme. Le train fait partie du patrimoine corse. Ça fait plus de 100 ans qu'il existe. Qu'est-ce qui fait le charme et la réussite de ce train? On a des paysages magnifiques. Après, vous allez vers l'intérieur, on traverse la forêt de Vitsavone, le pont du Vecchio. C'est des beaux endroits. C'est magnifique. On passe de crique en crique. C'est très beau. On en prend plein les yeux. Les arrêts sont faits sur demande. On dessert toutes les plages pratiquement entre Ilrousse et Calvi. On a de belles petites criques et ça permet justement aux touristes de pouvoir voir la Corse sous un autre aspect. Et d'arriver de Ilrousse, Algageau, là jusqu'à Calvi dans le centre-ville. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion et le train permet justement de subvenir à leurs besoins. C'est un peu notre tramway. Voilà, et toujours en provenance de nos confrères de Via Télé Paese en Corse, l'inauguration de leurs locaux. Regardez ces images, vous reconnaîtrez certes des représentants politiques locaux de l'île, mais également une marraine de choix qui était présente, Muriel Robin, qui a bien voulu donc se déplacer pour inaugurer ces nouveaux locaux de nos confrères donc de Via Télé Paese en Corse. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve pour une prochaine édition sur les télévisions régionales et locales de France et sur TV5 Monde. D'ici là, bon courage à tous et au revoir.